cours de cette journée avec la deuxième session qui est consacrée aux appels à projets nationaux. Alors, je vais me présenter en quelques mots. Je suis Judith Leblanc, je suis coordinatrice paramédicale de la recherche dans le groupe hospitalier à PHP Sorbonne Université et j'ai le plaisir de modérer cette session avec Bernard Galtier. Je vais laisser se présenter. Je suis diététicien de SANES, petit explique de l'ESSOD, comme on met des outils de 168. Comme ça, 640, ok, parfait. Et d'ailleurs, juste une question, il y a beaucoup de diététiciens dans la salle ou pas? Il y en a pas, il y en a pas. On va dire des petits sur la diététique, je fais pas beaucoup. Ici. Alors, cette session elle est donc consacrée à la description, à la présentation des appels à projets nationaux, ainsi qu'aux clés de succès, aux clés de réussite à ces appels à projets, et en particulier pour le PHDP qu'on a cité ce matin, donc le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, qui, comme vous le savez, est un moteur important de la recherche en soins en France. Pour cette session, on va avoir deux présentations. Ce qu'on vous propose, c'est de réserver le temps d'échange, le temps de questions à l'issue des présentations. Et donc, de la même façon que vous l'avez vu ce matin, vous avez la possibilité d'intervenir et poser vos questions directement ou de poser vos questions sur l'application. Voilà. Alors, pour débuter cette session, nous avons le plaisir d'accueillir Diane Passy, qui est ingénieur des mines, qui est chargée de mission innovation au bureau innovation et recherche clinique PA4 du ministère chargé de la Santé. Le bureau propose et organise les politiques publiques dans le champ de la recherche appliquée et de l'innovation en santé, ainsi que pour certaines structures de référence. Le bureau pilote en particulier 5 programmes de recherche appliquée en santé, les dispositifs d'appui à la recherche et à l'innovation en santé, ainsi que les outils de financement précoce et d'accessoires de prise de santé et des actes innovants. Madame Dessy, je vous passe la parole et vous avez donc environ 20 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je vais effectivement vous présenter les programmes ministériels de recherche appliquée en santé. Je vais me focaliser sur les programmes, on va dire, annuels. Je ne vais pas rentrer dans les appels à projets de manière plus ponctuelle en plus. Donc, il y a 5 programmes de recherche. Je vais commencer par dire que tous les programmes sont ouverts à tous. Vous soyez, même si vous êtes paramédical, médecin, non médical, vous pouvez à tous les programmes de recherche. Donc, il y a 5 programmes. Le premier, le programme de recherche transfrontalière, qui va être dans le champ de la recherche, entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, avec pour but d'étudier la transposabilité en recherche clinique des concepts identifiés en recherche fondamentale. Ensuite, nous avons le PHRC, le hospitalier de recherche clinique, qui lui a pour but de tester, de valider l'efficacité, la sécurité, la tolérance et la faisabilité des technologies de santé. On prend les termes technologies de santé au sens assez large. Le PRME, programme de recherche médico-économique, qui lui s'intéresse à l'efficience des technologies de santé et des parcours de santé. Le PREPS, programme de recherche sur la performance des systèmes de soins, qui lui s'intéresse à l'efficience de l'offre de soins, des parcours de soins, la qualité des parcours et des pratiques. Et enfin le PHRP, dont j'avais déjà parlé, le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, qui lui s'intéresse à tout ce qui est lié à la pratique des auxiliaires médicaux. C'est ces 5-là que je vais présenter aujourd'hui. Donc, ces appels à projets, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle le continuum de la recherche en santé. Ils sont positionnés après la recherche fondamentale et avant, on va dire, la prise en charge dans le parcours de soins de manière courante. Pour ceux pour qui ça parle, on a mis des TRM, et donc on va pour le PRT d'un TRM 4 pour le PRME, TRM 9, qui sont des technologies qui sont très avancées. Ces 5 appels se déclinent ces 5 programmes, pardon, se déclinent en 8 appels à projets. 4 appels à projets qui sont directement pilotés par la DGES, donc le PHRC national, le PRME, le PREPS et le PHRP. Et 4 appels qui sont copilotés et qui sont notamment gérés par d'autres structures, donc l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, pour le PRTS, donc ça va être tout PRT sauf le cancer.
Et le cancer, ça va être le PRTK, qui est géré par l'INCa. Il y a également un PHRCK, donc un PHRC spécifique pour le cancer qui est également géré par l'INCa, et un PHRCI, PHRC interrégional, qui est piloté par les GIRSI et qui est plus pour des jeunes chercheurs. Donc, je vais me focaliser sur les processus et sur les processus de sélection et de suivi des appels qui pilotent à la DGOS directement. Et je vous invite à aller sur le site de l'INCa de la LR ou des GIRSI pour avoir des informations sur les quatre autres appels. Avant de rentrer dans les détails des processus, pour vous donner une idée des chiffres que ça représente, des montants que ça représente annuellement. Donc là, c'est les montants d'engagement, c'est-à-dire à la fin des processus de sélection, les montants des projets sélectionnés. Alors, je ne vais pas vous faire une lecture détaillée, on va dire, du tableau, mais on est sur au total, on va dire, entre 130 et 150 millions. Je mettrai l'année 2020 un petit peu entre parenthèses, puisqu'avec le Covid, on a fait des appels un peu exceptionnels. Donc, voilà, 2020 pour tout le monde a été particulier, mais voilà, vous voyez, pour le transnational, 100 millions pour PHRC, le PRME, si c'est 10, le PREF, c'est entre 16 et le PHRIP entre 4 et 8. À la louche. Donc je vais rentrer maintenant dans les processus. Si vous voulez déposer un projet de recherche, comment ça se passe? Alors pour nous, un projet de recherche, il est porté par une personne physique, je veux dire donc vous potentiellement, et un établissement de santé. Et un établissement de santé qui va être l'établissement gestionnaire des fonds. Donc c'est lui qui va, voilà, on verra après, qui va recevoir les fonds et qui va gérer la partie, je sais pas, assurance ou autre. Et donc voilà, pour nous, au moment du dépôt, c'est un couple porteur-établissement qui effectue le dépôt. Donc pour les quatre appels gérés par la DGOS, on est sur un calendrier annuel qui a été décalé suite à la crise sanitaire. Et donc maintenant, on est sur un calendrier qui démarre, on va dire, en septembre et qui finit en juin. Donc en septembre, on a le dépôt des lettres d'intention. Pour cette année, ils ont été déposés il y a un mois à peu près. Ensuite, les jurys qui se passent... alors j'ai mis novembre, il ne faut pas prendre novembre à la lettre, c'est entre novembre et décembre. Là, cette année, il y a des jurys qui sont début décembre. Pour communiquer les résultats, on espère avant la fin de l'année, donc pour les lettres d'intention. Ah oui, j'aurais peut-être dû commencer par ça. La sélection se fait en deux phases. D'abord une lettre d'intention, puis un protocole complet. On ne demande pas dès le début un protocole complet. Donc pour les lettres d'intention qui sont déposées, résultats d'ici la fin de l'année. Un dépôt du dossier complet pour ceux qui sont retenus en mars. Un second jury qui s'intéresse donc au dossier complet en mai. Pareil, ça va de fin avril à début juin, puisqu'on a quatre jurys à organiser, et on espère des résultats le plus tôt possible après la fin du dernier jury. Donc on va dire fin juin, courant juin, selon les dates et les délais de validation ensuite. Donc selon que vous postulez à l'appel où vous postulez, vous n'allez pas avoir le même type de jury au premier jury et au deuxième jury. Si vous postulez au PHRC ou au PHRIP, là vous avez le même jury au premier jury et au deuxième jury. Donc c'est des jurys composés d'experts, de rapporteurs scientifiques de vos communautés. Et donc en premier jury, aux premières étapes, vont s'intéresser à l'éligibilité des projets et au caractère innovant du projet, et au deuxième jury à la qualité scientifique et à la faisabilité du projet. Par contre, si vous déposez un PRME ou un PREPS, ces deux appels ont comme vocation que les résultats puissent être pris en compte dans les politiques publiques. Et donc cette fois-ci, le premier jury est composé, à part les présidents, vice-présidents, de représentants des institutions. Donc représentants des ministères, des institutions ABM, INCa, enfin voilà, toutes les institutions qui rentrent dans les gestions des politiques publiques pour avoir leur avis sur la pertinence de la question de recherche par rapport de leur point de vue d'institutions politiques. Par contre, au deuxième jury, là, c'est un jury d'experts scientifiques, comme pour les autres appels, qui va cette fois-ci regarder la qualité scientifique et la faisabilité de votre projet.
En termes de nombre de projets déposés et nombre de projets sélectionnés, voilà, pour vous donner une idée des chiffres, je vous ai mis donc, les éléments ici. Encore une fois, 2020 est à prendre avec beaucoup de précautions, mais voilà, vous voyez qu'on a à peu près 400 PHRC pour une centaine retenues à la fin, pardon. En PHRIP, entre 150 et 180 pour une grosse trentaine retenues. Pour le PREPS, on est entre 160, 200 pour, pareil, une trentaine retenues. Et pour le PRME, entre 20 et 40 déposés pour une dizaine retenues. Voilà. Ça vous donne une idée des ordres de grandeur. Une fois que le projet il est sélectionné, je vous explique, vous recevez la notification comme quoi votre projet est retenu. On ne débloque pas l'ensemble des fonds au début. Les fonds sont débloqués au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et donc, faut être au courant de ça pour pouvoir demander les tranches de financement au plus tôt possible pour qu'on puisse ensuite vous verser les fonds. Donc au moment de la notification de sélection, vous avez 15% du budget qui est déversé, avec un maximum de 50 000 euros. Donc si votre 15% ça fait au-dessus de 50 000, c'est bloqué à 50 000. Ensuite, on a une deuxième tranche qui va vous être versée au moment où vous avez les autorisations réglementaires. Donc il faut nous envoyer les éléments pour qu'on puisse ensuite verser les fonds. La troisième tranche intervient au milieu des inclusions. Quand vous êtes à 50% des inclusions, si votre projet n'a pas d'inclusion, c'est à 50% de l'avancement du projet. La quatrième tranche à la fin des inclusions et à la fin du suivi, donc en gros au gel de base. Et la cinquième tranche au moment où vous avez votre manuscrit de publication Princeps et l'accusé de réception comme quoi vous avez bien essayé, vous l'avez envoyé à un journal. Pas besoin d'attendre la publication. Le manuscrit et l'accusé de réception du journal suffit pour avoir la dernière tranche. Le circuit de financement, une fois ce que j'ai dit, on délègue les tranches, c'est pas nous qui les déléguons directement. Nous, on donne aux ARS l'information c'est réparti avec d'autres financements. On dit aux ARS, voilà les montants qui doivent être délégués pour quel établissement. Les ARS donnent ensuite l'ordre à l'assurance maladie de verser les fonds. Les fonds sont versés à l'établissement gestionnaire des fonds. Et après, c'est à l'établissement gestionnaire de reverser ce qui doit être reversé aux établissements co-investigateurs. Nous, on demande la délégation des fonds à l'établissement gestionnaire. La suite, c'est votre tambouille, j'ai envie de dire. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de chaque appel et vous donner des exemples de projets qui ont été sélectionnés. Bien sûr, ces exemples sont pas exhaustifs, mais ça peut vous donner une idée des types de projets qui ont été financés par le passé. Donc le PHRC, comme je vous l'avais dit au début, sa finalité, c'est l'évaluation de la sécurité, de la tolérance ou de la faisabilité de l'utilisation d'une technologie de santé chez l'homme, ou les mesures d'efficacité des technologies de santé. Les résultats d'un PHRC doivent permettre de modifier directement la prise en charge d'un patient. Ça, c'est important. Si ce n'est pas le cas, votre projet il passera même pas la première étape. Et le PHRC national est globalement... Il n'y a globalement pas de restriction thématique, à l'exception du cancer, qui sera dans ces cas-là dans le cadre d'un PHRCK géré par l'INCa, ou du VIH ou des hépatites qui ne rentrent pas, qui sont gérés par d'autres guichets. Et le but du PHRC, c'est ce qui drive le PHRC, c'est l'excellence scientifique et l'originalité des projets. Donc voilà quelques exemples de PHRC. Alors je ne vais peut-être pas vous les lire, peut-être pas vous faire une liste à la travers, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la variété de ce qui peut être financé au PHRC. Et on peut avoir des projets qui sont on n'est pas forcément que sur des médicaments ou que sur des dispositifs médicaux. On peut avoir notamment le projet PADIS sur l'hypnose et la réalité virtuelle. Voilà, les champs de possibilités du PHRC sont relativement larges.
Donc le PRME, donc sa finalité, c'est des études médico-économiques avec pour but de déterminer l'efficience des technologies de santé innovantes dont l'efficacité et la sécurité a été préalablement démontrée. Si vous n'avez pas encore démontré l'efficacité et la sécurité, vous serez peut-être plutôt dans un PHRC. Donc soit des technologies innovantes, soit des stratégies de prise en charge fondées sur ces technologies. Pour un PRME, il est nécessaire d'avoir un économiste de la santé. Si vous n'avez pas d'économiste de la santé associé au projet, vous serez rendu non recevable même. Donc vous n'irez même pas en jury. Et donc, comme je l'avais dit précédemment, les résultats des PRME doivent pouvoir être pris en compte dans les décisions publiques à l'issue du projet. Donc, quelques exemples de PRME. On a eu notamment cette année, on a sélectionné un projet, le projet Thémis, sur l'évaluation médico-économique d'un programme infirmier de suivi. Donc voilà, on a des champs qui sont relativement larges dès lors qu'on est dans l'évaluation médico-économique. Le PREPS, celui que je connais le mieux. Donc il a pour but d'évaluer les modes de prise en charge et la qualité des pratiques. Et donc il va s'intéresser aux recherches relatives à des nouveaux modes d'offre ou d'organisation des services de soins, à des nouveaux parcours de soins. Voilà. Le but, c'est d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'organisation des services de santé au sens large en France, bien sûr. Et donc, également comme pour le PRME, le résultat des recherches doivent permettre d'orienter les politiques de santé en France pour améliorer le système de soins. Donc, quelques exemples de PREPS, et là notamment, je vais inciter, à partir des 4 derniers sont portés par des paramédicaux, donc infirmiers ou psychologues, je crois. Et donc voilà, on a voilà, le message derrière ça, c'est en tant que paramédical, vous pouvez postuler à tous les appels. Et là, voilà, vous avez 4 exemples de projets, notamment au PREPS, qui ont été sélectionnés et portés par un ou une paramédicale. Donc le dernier programme, donc le PHRIP, donc il a lui pour finalité la production de connaissances scientifiques utilisables par les auxiliaires médicaux dans leur prise de décision ou leur pratique. En termes d'objets scientifiques, il peut s'intéresser aussi bien à de la clinique, à du soin infirmier, qu'à de l'organisationnel ou du médico-économique. Ce qui drive le PHRIP, c'est le fait qu'il s'intéresse aux pratiques des auxiliaires médicaux. Donc je vous ai mis pareil quelques exemples. Et voilà, certains de ces projets ont relativement bien avancé, ont même fait des papiers dans des revues, on va dire, prestigieuses. Si je ne me trompe pas, Streza a fait un JAMA. Donc voilà, donc il n'y a pas de... Vous bridez pas, j'ai envie de dire. Donc, a priori, Peggy Gatinel reviendra sur le PHRIP. Donc voilà, s'il y a des choses des questions, bien sûr, je les prendrai à la fin. Là, je vais vous donner que quelques exemples. Si vous pouvez aller sur le site du ministère, vous avez l'ensemble des projets qui ont été sélectionnés depuis 2010 ou 2011. Et donc voilà, si vous voulez vous faire une idée plus précise, plus globale de ce qui a été sélectionné, n'hésitez pas. Les éléments, voilà, vous avez tous ces éléments-là sur le site du ministère. Et puis on est nous aussi à votre disposition. Et pour finir, je vais faire un zoom sur la région Île-de-France, puisqu'on est invité par le GIRC Île-de-France. Donc, entre 2013 et 2020, il y a eu 13 PRME financés, portés par une équipe en Île-de-France, 56 PREPS, 50 PHRIP et 330 PHRCN. Et alors, même si la majorité sont portés par la PHP, on a des CH, des EBNL, même une maison de santé qui obtiennent des projets. Et voilà, il m'en reste encore une. Si, et je l'espère, cette présentation vous a donné l'envie d'aller déposer un projet
un projet de recherche l'année prochaine à un de ces appels, je vous encourage vivement à vous rapprocher des nombreuses structures qui existent au niveau local, donc que ce soit les CIC, les DRCI, les CRC, ou les ARS ou le GIRCI, qui pourront vous apporter donc un soutien méthodologique dans l'élaboration de votre protocole, dans l'élaboration de votre budget, et même après un accompagnement sur le suivi de votre projet au niveau réglementaire et méthodologique. Voilà. Je vous remercie pour votre... Merci Madame Tassi pour votre présentation et pour ce panorama très clair et précis des appels à projets. On va maintenant demander à Peggy Gatignol, l'oratrice suivante, de s'installer et qui présente donc les clés de succès et de réussite au PHRIP. Peggy Gatignol est directeur des études du département universitaire de formation et d'enseignement en orthophonie Île-de-France à Sorbonne Université. Elle est orthophoniste au sein du service ORL à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à la PHP. Alors, après avoir obtenu une thèse de neurosciences en 2008, Peggy Gatignol a obtenu l'HDR en 2012. Elle a été nommée professeure des universités à Sorbonne Université en 2016. Elle est rattachée à un laboratoire INSERM de neurophysiologie respiratoire, expérimentale et clinique. Et ses travaux de recherche portent sur la phonation, la ventilation et la respiration. Elle est actuellement vice-présidente de la section 91 du Conseil national des universités et du PHRIP. Je crois que je n'ai rien oublié. C'est à toi, Peggy. Parfait. Merci en tout cas à vous deux de m'avoir convié à présenter un petit peu les trucs et astuces. Merci à l'assistance d'être aussi nombreux, aux orateurs précédents aussi, avec la pertinence des éléments qui ont été dissimulés. Et merci Diane d'être passée juste avant moi, comme ça tout ce qui est protocolaire a été dit. Maintenant on va être entre nous, hein. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Pourquoi? Parce que quand on dépose un PHRIP, eh bien on est à la fois, on peut être candidat, on dépose, on peut être expert, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont été, j'en ai déjà vu tout à l'heure, le seront, et puis on peut être jury. Eh bien en ce qui me concerne, c'est les 3 cas de figure. Donc, j'ai été candidate en 2012 d'un PHRIP déposé qui a été retoqué. Eh bien, je l'ai retenté en 2013 et je l'ai obtenu. Pour des raisons diverses et variées, et notamment un petit peu ces longueurs de dépôt de tranches. J'étais sur un outil de réalité virtuelle. Au bout de 3 ans, l'enjeu n'était pas finalisé et j'ai pris l'initiative d'abandonner ce PHRIP parce qu'on devenait obsolète avec notre application, enfin du moins avec la plateforme que nous développions et qui était développée compte tenu des applications en ligne qui se faisaient après. Donc éthiquement, j'ai préféré arrêter et stopper ce PHRIP. Mais ça ne m'a pas découragée pour autant puisque en 2019, alors je ne pouvais pas déposer à l'époque en mon nom un autre PHRIP puisque j'étais membre du jury des PHRIP, donc je ne pouvais pas être juge et partie, je signe une charte comme tous les membres du jury et donc c'est mon ex-doctorante collègue dans le même laboratoire que moi qui a déposé en 2019, qui a été retoqué, comme quoi il n'y a pas de passe-droit non plus, ça arrive à tout le monde, mais il ne faut pas désespérer. On l'a resoumis en 2020 et on l'a obtenu. Elle l'a obtenu, elle est porteur du projet et je travaillerai avec elle sur cet enjeu-là. J'ai également été expert en 2011 et en 2014. Ça veut dire quoi expert? Ça veut dire que j'ai été mandatée pour expertiser un certain nombre de dossiers, donner mon aval ou pas, faire la critique telle qu'on pourrait faire une critique d'article, mais là c'est une critique sur la lettre d'intention, ou au départ pour la première sélection, ou le deuxième, le protocole complet. Là, je l'ai fait 2 ans. Et puis depuis 2016, je suis vice-présidente. On est 3 à la présidence, une présidente et 2 vice-présidents, une présidente infirmière, un vice-président infirmier, et moi-même, orthophoniste, donc, pour les PHRIP. Donc j'ai un petit peu eu toutes les phases que je vais vous expliquer.
Alors, Diane a très bien expliqué tous ces appels à projets. Il faut les avoir en tête. Je ne vais pas revenir et les détailler puisque ça a été fait au préalable. Mais il faut bien avoir en tête ce cheminement, tant au niveau institutionnel qu'au niveau local, pour nous qui déposons un appel à projet. Ça sous-entend qu'on n'arrive pas tout seul comme candidat. Il faut penser que bon nombre de collègues, médecins, paramédicaux déposent aussi au sein de nos institutions ou pas, et qu'on ne va pas nous accepter avec un tapis rouge tout de suite maintenant, parce que nous, on a envie que ce soit maintenant. Il faut anticiper un certain nombre de choses, et nous allons le voir. Diane l'a expliqué, les PHRIP, c'est vraiment la production des connaissances scientifiques par et pour les auxiliaires médicaux. Alors, par d'abord, mais pour et pas que, puisque Madame Simon en a parlé tout à l'heure, hein, c'est vraiment des collaborations. Il n'y a pas une recherche supérieure par le corps médical au détriment des paramédicaux. C'est vraiment un travail, je pense, de concert. Et c'est une recherche qui est très, très étendue, très large. Elle peut être interventionnelle, elle peut être observationnelle, mixte. Le but, c'est vraiment d'envisager l'amélioration de nos pratiques professionnelles. Qui doit poser un PHRIP? Eh bien, c'est aussi répondre à toutes ces questions, comme si vous aviez un projet de recherche que vous vouliez, et qui pourrait commencer par un mémoire de fin d'études. Hein. C'est toutes ces questions-là qui vous arrivent, et il faut pouvoir y répondre et avoir déjà tout établi et écrit avant de pouvoir se lancer dans le projet. Alors, ça c'est facile. C'est un projet qui est forcément porté par un auxiliaire médical. Je les ai listés par ordre alphabétique, comme ça il n'y a pas de souci au niveau de la prépondérance des uns ou des autres. En tout cas, tout le monde est bienvenu comme auxiliaire médical, et d'autre part, il n'y a pas de titre exigé. On peut être universitaire ou ne le pas être, on peut être doctorant, on peut être postdoc. Toujours est-il qu'on est auxiliaire médical et il n'y a pas de critères universitaires. Un petit point sur l'évolution, puisque 10 années se sont écoulées pour les PHRIP. Si initialement on avait plus de I, puisque initialement il était avisé infirmière, que le P est arrivé en deuxième intention, donc les paramédicaux sont arrivés en masse, eh bien, on commence à réguler un petit peu au niveau des éducateurs que j'ai réunis et isolé les infirmiers. Et je note quasiment une équivalence depuis 2019 pour la soumission de projet. Alors, ma première explication pourrait être l'ouverture des CNU, hein, puisque le CNU 90, 91, 92 ont été créés en novembre 2019. Peut-être que ça fait émerger un certain nombre de projets. Enfin, en tout cas, on le constate de plus en plus. Alors, on a abordé sur cette journée quelque chose d'innovant, la recherche et l'innovation. Oui, c'est à la fois la pertinence du projet qui est évaluée, sa faisabilité avant tout. En ce qui concerne vos réflexions, il faut partir du format PICO. Le format PICO, c'est le P pour tout ce qui concerne le patient, la problématique, la pathologie, les caractéristiques du patient, bien réfléchir aux critères d'inclusion et d'exclusion, les avoir en tête, mais aussi les avoir bien écrits et en parler avec nombre de collaborateurs, et voir d'où pourrait se poser le problème si c'est un souci de diagnostic. I pour l'intervention, le traitement, qui peut être un test diagnostique versus un placebo. La comparaison, donc le C avec une autre intervention, un traitement de référence, et le O pour outcomes, les objectifs, les résultats, les indicateurs, puisque je vous rappelle que c'est vraiment une amélioration des pratiques professionnelles, qu'on est évalué par nos pairs et que c'est une amélioration par et pour les paramédicaux. Je rajouterai ce que Scholzer en 2007 ont décrit comme E pour l'environnement, c'est vraiment penser aux patients et au futur dans tout ce qui est qualité de vie et besoins des patients, et S pour tout ce qui est référence, besoin d'interférer directement avec l'intervention, le but final, est-ce que la faisabilité sera aboutie. Tout cela, vous le trouvez aussi dans des checklists. Je vous ai mis le lien Équateur, mais vous pouvez tout retrouver avec à disposition les études randomisées. Tout est disponible, vous n'avez qu'à cliquer et un certain nombre de renseignements vous sont disponibles.
Il faut aussi être extrêmement rigoureux et penser aux évaluateurs parce qu'on a un certain nombre d'évaluations à faire. Un projet clair, bien délimité, défini sera beaucoup plus agréable à lire et expertiser que quelque chose de brouillon, trop dense, confus. Donc pensez à avoir des critères de forme. Chaque section que vous allez aborder aura une thématique et une problématique. Le contenu, je vous en ai parlé, les critères d'inclusion et d'exclusion sont très importants. Et puis, la DGOS le décrit très bien depuis la lettre d'intention. Il y a des impacts de la question pour la prévention, la promotion de la santé. Ce sont deux enjeux pour 2018 et 2022. Les critères de source, faites une revue exhaustive de la littérature. Vous avez déjà des outils comme les clinical trials pour savoir si ces études ont déjà été abordées, comment elles ont été abordées, s'il s'agit d'une problématique, ou même si vous avez quelque chose de très défini, allez voir si quelqu'un ne l'a pas déjà fait. Regardez aussi la pertinence, le niveau de preuve des travaux antérieurs. Pas trop se focaliser sur les points d'impact factor. Hein. Ce n'est pas une revue la plus prestigieuse aussi où il y aura des éléments pertinents. Il y a peut-être des choses à évaluer dans d'autres revues. Vous avez déjà plein d'éléments au niveau bibliographique de disponibles. Alors, on me demandait de faire les trucs et astuces. Moi, je vous parle des couacs. Les couacs, c'est déjà avoir... Alors, ne faites pas ce que j'ai fait, mais faites ce que je dis. J'ai tendance toujours à travailler dans l'urgence. Bon, il y a des gens à qui ça convient très bien. Ça marche, peut-être pas à tous les coups, mais ça fonctionne. Là, il faut s'y prendre suffisamment à l'avance pour bon nombre de points. On a vu qu'il y avait beaucoup d'appels à projets. Si vous avez une institution, dans votre institution, une unité de recherche ou le GIRSI ou autre, qui se retrouve avec 30-35 appels, vous n'allez pas être forcément prioritaire. Il y a des éléments à prendre en compte qui sont le nombre de mots requis. Donc, il faut déjà écrire en Word tout votre projet parce que quand vous allez le mettre sur la plateforme Innovar, qui a un certain nombre de mots délimités, vous arrivez, ça ne le prend pas en compte, vous enregistrez, il faut retirer le mot. Essayez de faire tout ça en amont. Et puis, prendre en compte ce calendrier. Ce calendrier a été modifié, Diane l'a expliqué pour les raisons que nous connaissons tous, mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la lettre d'intention, elle doit être déposée pour septembre. Vous avez la réponse fin décembre. Le protocole doit être amorcé pour pouvoir le déposer. Et le résultat final arrive au mois de juin. Il faut avoir aussi anticipé les signatures. Vous n'êtes pas les seuls, même si vous êtes investigateur principal, à signer. Vous avez votre unité de recherche ou plein d'autres éléments à prendre en compte. Ça, c'est des délais. Tout le monde n'est pas disponible. Il y a les vacances des uns et des autres. Il y a la disponibilité, tout simplement. C'est des points que vous devez connaître. Et puis réfléchir à votre protocole et surtout aux outils que vous allez utiliser. Est-ce qu'ils ne sont pas trop obsolètes? Est-ce que votre nombre de patients va être suffisant ou pas? Faites bien évaluer les éléments au sein de vos unités d'aide et de recherche. La faisabilité, je crois que c'est le point le plus central des refus, ou du moins de ce que nous pointons au sein du jury. Donc, il faut pouvoir bien réfléchir à la méthode qui est très importante. Est-ce que vous allez plutôt être sur un essai randomisé? Est-ce que ça sera une étude transversale, une étude de cas? Depuis 10 ans, on voit vraiment que les choses évoluent et tant mieux. On a des pratiques, des champs de compétences qui évoluent, mais aussi on a des recherches qui évoluent. Et au niveau des méthodes déployées, si on regarde initialement, dans les premières années, on était vraiment sur du mono ou du multicentrique, ok, mais on était vraiment sur des études randomisées classiques. Et bien maintenant, on a des step wedge qui arrivent de plus en plus, on a des études de non-infériorité, quelques études qualitatives, des études de cohorte également. On commence à diversifier un petit peu ces méthodes, et tant mieux, ce qui veut bien dire qu'il y a de la place pour tout le monde et que chaque méthodologie a son intérêt. La clarté, je le répète, c'est pour tout le monde. Plus vous serez clair dans votre projet et dans vos ambitions, votre problématique, le moyen d'y parvenir et le protocole que vous avez rédigé pour, mieux il sera perçu également pour les lecteurs. N'oubliez pas votre ancrage disciplinaire. On ne déborde pas, on reste bien dans nos pratiques professionnelles. On l'a vu, et Damien le disait tout à l'heure, il fait de la recherche dans un petit centre.
moi je suis au sein de la PHP, ok, mais il n'y a pas que la PHP et on va le voir. C'est valable pour tout le monde et tout le monde peut déposer son projet. Attention à la méthodologie, je rappelle cette faisabilité. Nous, en tant que jury, on a un financement public à dispatcher. Et donc, on va prioriser la qualité, la faisabilité des projets. On ne va pas dire d'un projet, je vais prendre celui-ci parce qu'il a l'air d'être hyper innovant. Non, il y a vraiment une vraie étude et on va le revoir au niveau des critères du jury. Les études pilotes, il faut qu'elles soient faites au préalable. Ce n'est pas le cas. Alors peut-être que la Presso va au moins dégrossir un certain nombre de sujets qui pourront être soumis après en PHRIP, tant mieux. Un PHRIP, ce n'est pas non plus une bourse de recherche. On ne fait pas une thèse avec un financement du PHRIP. Ce n'est pas le cas. Il y a d'autres systèmes. Faites attention à vos outils et surtout aux partenaires. Si c'est médico-économique, est-ce qu'il y a justement des aides qui ont été bien statuées? Et puis un PHRIP, ce n'est pas un PHRC déguisé. Donc faire attention aussi à ne pas être un seul prête-nom parce que vous êtes paramédical et qu'il y avait une envergure au sein d'une autre équipe. On reste maître de notre investigation et de ce qu'on a envie d'aller mener comme recherche. Au niveau national, sur le bilan, c'est petit, mais bon, il y a évidemment un grand nombre de projets qui ont été obtenus au sein de la PHP, mais pas que. Tous les CHU, mais aussi des tout petits centres qui sont d'Île-de-France, mais surtout régionaux, qui ont obtenu des PHRIP, donc il faut se lancer. C'est valable pour tout le monde, je le répète. Au niveau du nombre, eh bien, ça ne fait que croître et évidemment le budget est en conséquence. En 2017, on a eu une petite chute au niveau des projets, ce qui explique qu'on a cette chute au niveau des financements, hein, tout est corrélé. Il semblerait que 2021, on en est un petit peu moins pour les raisons qui ont été citées précédemment. Quand il faut déposer la lettre d'intention début septembre, il a fallu travailler les 2 mois d'été. Je pense que c'était un peu juste pour les projets à retravailler. Puis les autres, septembre, on va se réunir début décembre cette année, fin novembre, début décembre, pour les lettres d'intention. En pourcentage, voilà au niveau régional ce que ça donne. Donc, toutes les régions sont bien représentées avec des pourcentages qui sont, je trouve, assez parlants. On va demander à ce que la Franche-Comté bouge un petit peu plus peut-être, mais tout le monde a le droit de déposer, je vous le répète, et que ce soit un grand centre universitaire ou non, qu'un petit centre hospitalier. Alors le jury, ouais, il met des notes. Ce jury est très sympa. Il est composé de scientifiques, experts du domaine, universitaires ou pas, mais en tout cas, il est le même, que ce soit pour la lettre d'intention et la sélection, ce que nous a dit précédemment Diane. Et on n'est pas là pour juger si le projet qui nous a été proposé est bon ou mauvais. On est là justement pour, je reviens sur cette faisabilité, pour déterminer les critères, si tous les voyants sont plutôt au vert ou au orange, et s'il y a des voyants rouges, eh bien, on va faire des annotations pour une amélioration. Ce qui veut dire que si vous avez un refus, ce n'est pas de désespérer, il faut juste prendre en compte les commentaires du jury, bien les prendre en compte, parce que souvent il y en a aussi qui ne les prennent pas en compte, ce qui est regrettable, et qui resoumettent en faisant les mêmes erreurs. C'est dommage. Toujours est-il qu'on a des annotations pour l'amélioration, il faut le reposer et peut-être qu'il sera accepté en N+2, N+3. On a eu des projets qui ont été acceptés au bout de la 4e fois. Donc il ne faut pas désespérer non plus. C'est vraiment le fait de prioriser ces financements publics qui nous est à la fois imposé, mais aussi qui est notre leitmotiv en tant que jury, et on sélectionne à partir donc de votes que nous faisons de façon collégiale et nous notons le nombre de points que nous mettons, mais surtout en fonction de ces critères de priorisation et de qualité.
Pour en conclure, on est tous sur la même ligne d'arrivée, qu'on soit plutôt tortue ou lièvre, peu importe. Le résultat, c'est de passer tous la ligne d'arrivée. Et s'il y en a qui feront 2 tours de plus, avec une année peut-être en plus, eh bien, c'est pas grave. Il faut soumettre et se lancer. Et je vous remercie de votre attention. Présentation vraiment dynamique et en même temps permet de bien compléter notre première intervenante Diane. Donc j'espère que ça vous a donné envie vraiment de faire de la recherche. En tout cas, moi, ça me remotive encore de redéposer des choses. Donc merci beaucoup. J'espère que vous aussi vous avez des questions à poser, parce que profitez-en. Nous avons 2 experts vraiment qui pourront vraiment essayer de répondre à toutes vos questions. Il suffit juste de lever la main. Et puis Marina sera là pour passer le micro. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas. Y a-t-il donc des questions? Je vais peut-être en poser une par l'effort. Pour démarrer ce temps d'échange, vous avez peut-être plus une question pour Madame Tassi. Vous avez présenté un certain nombre d'exemples et c'était vraiment très riche. Merci pour ces illustrations donc de projets qui ont été initiés et proposés par des professionnels paramédicaux. Je me pose une question assez générale sur la présence des paramédicaux en dehors du PHRIP. Est-ce que vous avez une idée approximative de la proportion de professionnels paramédicaux qui soumettent et ou qui sont retenus, d'une part, de manière globale, et d'autre part, de la présence de professionnels paramédicaux dans les jurys ou les rapporteurs de ces appels à projets en dehors du PHRIP? Alors, bonne question. J'avoue ne pas avoir forcément fait le travail d'aller rechercher, puisqu'en plus, il y a un certain nombre de personnes qui se mettent en autre dans leur profession, donc je ne pourrais pas avoir une réponse exhaustive. Au PREPS, il y en a. Voilà, c'est pour ça que je vous avais aidé à en chercher quelques-uns. Donc, après, c'est sûr que ce n'est pas la majorité. Donc, en termes de... Voilà, je ne veux pas m'avancer sur des chiffres, parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Ce qui est sûr, c'est qu'en jury, on ne voit pas de discrimination, on va dire, sur la profession du porteur. C'est vraiment pas quelque chose qui rentre en ligne de compte. C'est vraiment la qualité du projet qui est regardée. Voilà, la profession du porteur rentre pas en ligne de compte, donc il y en a. C'est pas la majorité, mais il y en a. Après, sur la composition des jurys, alors je connais pas par cœur tous les jurys, parce que moi je m'occupe particulièrement du PREPS. Donc sur le PHRC et sur le PRME, je pourrais pas vous dire. Sur le PREPS, je ne crois pas qu'en deuxième jury, il y ait de paramédical. C'est beaucoup des méthodologistes au PREPS ou des universitaires en sciences de gestion ou sciences sociales. Donc de mémoire comme ça, je dirais qu'il n'y en a pas. Okay. Merci à vous pour la réponse. Dans les experts, par contre, oui. S'il y a un projet qui nécessite une expertise de paramédical, oui, là, bien sûr que l'expert qui va être sollicité peut très bien être paramédical sans aucun souci. Mais dans le jury, on est plutôt sur des méthodologistes. Voilà. Julien. Oui, merci. Madame Tassi, moi j'ai une question qui concerne le PHRIP et sa viabilité. On a de la chance, on a plusieurs en fait guichets pour nous les paramédicaux et le PHRIP en est un. Dans sa constitution, c'était quand même pour favoriser la recherche infirmière et paramédicale, et on voit bien qu'il a quand même une place particulière par rapport aux appels à projets. On est sûr et certain que dans quelques années, on aura encore le PHRIP ou il faut qu'on s'inquiète un petit peu? Parce que de temps en temps, on peut entendre des choses sur le fait qu'il ne serait peut-être pas si pérenne que ça. Donc, voilà, ça fait comme quelques années qu'il existe. Voilà, ça va faire 10 ans cette année, si je ne me trompe. Après, je pense que personne ne peut prédire l'avenir de tout. En tout cas, moi, il n'y a pas de bruit de couloir au sein du ministère pour arrêter le PHRIP. Non. Par contre, je ne peux pas vous assurer que dans 5 ans, il existera encore comme les autres, mais c'est de la politique. Ce n'est pas mon niveau. J'ai une autre question aussi. PHRIP, donc le H, c'est hospitalier. Et est-ce que quand même le PHRIP peut être ouvert à d'autres établissements? Enfin, vous avez parlé tout à l'heure de maisons de santé.
qui avaient candidaté. Donc les libéraux, par exemple, peuvent candidater au PHRIP? Alors oui, il n'y a pas de restriction. Par contre, il faut qu'il soit rattaché à l'établissement gestionnaire doit être un établissement de santé pour des raisons de versement des fonds. Parce qu'on est sur des, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est sur des fonds qui ne peuvent être versés qu'à des établissements de santé. Donc un libéral peut très bien se mettre en partenariat avec un établissement de santé pour monter un projet de recherche. Alors, là, c'était les chiffres d'Île-de-France, mais je crois qu'il y a des PHRIP portés dans des maisons de santé, comme il y a des PREPS portés par des maisons de santé ou des PHRC PRME peut-être. Et alors, une autre question, excuse-moi, c'était juste par rapport à ça, je continue en fait là-dessus, c'était un petit peu justement à qui appartient le projet en fait? Est-ce qu'il appartient au porteur ou à l'établissement? Enfin, admettons que le porteur, elle est aux deux. Ouais. Mais si par exemple il démissionne, il va dans un autre établissement, ça arrive, comment on gère ça? Ça, faut qu'ils se mettent d'accord, j'ai envie de dire. Si l'établissement accepte que le projet, on va dire, parte avec l'investigateur, c'est possible. Et dans ces cas-là, il faut que l'établissement de sortie, on va dire, l'établissement d'arrivée, soit d'accord et nous signale le fait qu'ils sont d'accord. Et dans ces cas-là, on reversera la suite du projet au nouvel établissement. Et après, s'il y a une démission d'un porteur, pareil, on peut avoir un changement d'investigateur principal en cours de projet. Voilà, c'est une collaboration entre un porteur et son établissement. Après, les fonds sont versés à l'établissement. Je l'ai vécu, moi. Donc, on a changé de porteur de projet, donc ça ne pose pas de problème. Il faut que ce soit signalé. C'est ça. Judith, tu avais une question? Non, je regardais si vous aviez des questions particulières. Oui. Au fond. Je ne vois pas de questions sur l'application. Rassurez-moi, elle fonctionne, mon application. Vous en posez pas? D'accord. Osez. À part Bastien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des questions. Bonjour, je vous remercie de vos présentations. Je me posais une question. Est-ce que vous avez un suivi jusqu'à la publication des résultats? Parce que finalement, vous avez dit que c'est d'argent public. Et est-ce que finalement, une équipe pourrait ne pas finir son étude? Oui. Alors, je vais peut-être passer un peu vite dessus, mais le versement des fonds se fait par tranche. Et donc, si votre projet n'avance pas pour quelque raison que ce soit, vous n'aurez pas la tranche suivante. Et donc, naturellement, le financement est limité à l'avancement du projet effectif. Alors, il faut que effectivement, nous, on s'arrête à la publication est prête et elle est envoyée à une revue. Et en gros, on finance en avance de phase, c'est-à-dire que on finance en début de projet pour pouvoir amorcer les travaux réglementaires. Ensuite, on finance pour amorcer les inclusions. Et donc, à la fin, on va dire que la dernière tranche, c'est pour que vous puissiez répondre s'il y a des éléments complémentaires qui sont demandés, par exemple, par les reviewers des journaux, que vous ayez... on considère qu'on finance en avance de phase. Donc, effectivement, à la fin, on pourrait avoir... si c'est refusé partout, c'est rare quand même, si c'est refusé partout, on pourrait effectivement qu'il n'y ait pas de publication effective. Mais le travail a été fait, les résultats positifs ou négatifs sont là. Donc oui. Je sais pas si tu veux compléter. Moi, j'ai juste avec cette double casquette que j'ai annoncée, vice-présidente PHRIP et vice-présidente du CNU 91, donc le Conseil national des universités, pour les qualifications des futurs enseignants-chercheurs ex-paramédicaux, puisqu'on est tous mélangés en réadaptation, en rééducation. Les publications sont forcément importantes si vous êtes porteur d'un projet. Il n'empêche que ne vous attachez pas uniquement et surtout aux points SIGAPS, les points de publication, mais surtout aux bases de données SIMAGO, parce que dans le CNU, on va prendre votre publication en fonction des quartiles SIMAGO Q1 et Q2, et non pas que les SIGAPS. Les SIGAPS serviront pour le coup au point pour soumettre une HDR. Merci pour cette précision. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Oui, Bérangère. Oui, bonjour. Bérangère Couturier. J'avais une question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nombre de soumissions possibles pour un même projet à l'état de la lettre d'intention ou du dossier complet? Est-ce qu'il y a un nombre de soumissions qui est limité comme au PHRC interrégional?
À ma connaissance, c'est pas limité. Diane, tu peux peut-être... Non, il n'y a pas de... Vous pouvez resoumettre autant de fois que vous voulez. Après, effectivement, même si ne faut pas vous décourager, je pense que si ça fait 5, 6, 7 fois que vous postulez, vous pouvez quand même vous poser des questions sur l'obsolescence de votre Mais cette projet. année, on a accepté un projet, c'était la 4e fois qu'il était soumis. Donc tant que votre projet progresse et que dans les commentaires du jury, vous n'avez pas aussi un... Enfin, je pense que les commentaires du jury sont importants. Et vous sentez si le jury sera jamais réceptif ou si c'est vraiment une question d'amélioration du protocole ou de la lettre d'intention. Sincèrement, un certain nombre de membres de la salle ont été experts ou ont été jury. Le jury est vraiment bienveillant. Les annotations, c'est pour vraiment vous aider à améliorer. C'est pas pour casser votre projet. Il n'est pas bon, il est mauvais. C'est pas ça. C'est vraiment l'amélioration et vous pousser à aller plus loin pour qu'il passe la fois d'après. Il n'était pas suffisant cette fois-ci parce qu'il nous manquait des choses. On vous demande de l'améliorer pour l'amélioration en vue d'une acceptation l'année d'après. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Après, dans d'autres appels, si votre question de recherche elle est obsolète, la question de recherche est obsolète. Et ça, vous aurez beau le renvoyer 4-5 fois, ça ne changera rien. Le caractère innovant, le caractère pertinent de la question de recherche est quand même important. Si le projet en soi n'apporte rien en finalité, voilà. Mais il n'y a pas de limite de nombre de soumissions. Il y a une question juste là, oui, à droite. Oui. Berry Kabourim, je suis infirmière anesthésiste. J'avais une question sur le profil des personnes qui déposent les... c'est impressionnant ce truc, hein, donc si je bégaye, c'est des paramédicaux qui déposent ces projets, parce que je vois des CV quand même assez impressionnants, universitaires et tout ça. Moi, j'ai rien du tout. Je suis porteuse d'un projet, mais voilà, juste... alors, est-ce qu'il y a besoin d'avoir toute une... J'ai bien marqué avec l'astérix qu'il n'y avait pas besoin de titre. Ouais. Tout paramédical, quel qu'il soit, ayant soit son DE, diplôme d'État, soit son certificat de capacité pour les audioprothésistes, pour les orthophonistes, pour les orthoptistes, peut déposer. Si certains veulent faire un cursus universitaire, ça les regarde. Bien sûr. Mais au final, en pourcentage, vous avez fait une étude sur ceux qui avaient... Non, là, je réponds complètement. Vous répondrez ce que vous voulez de votre côté. Moi, je réponds ce que je ressens sur les quelques années là, de mes diverses expériences. J'ai l'impression que arrive là, dans les projets déposés, des paramédicaux qui ont envisagé un cursus universitaire, soit qui finissent une thèse, soit qui débutent un postdoc, qui sont statutaires en tout cas. Et voilà, moi j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu qui... non, j'en ai au moins une dizaine en tête là. J'ai l'impression que ça émerge. Mais c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être aussi des gens qui ont une expérience clinique depuis 10-15 ans et qui ont envie de se relancer un peu et qui commencent par un M2 en parallèle et qui ont envie d'aller jusqu'au bout. Ça peut être vraiment des gens qui ont envie d'avoir un cursus universitaire et qui l'ont débuté, d'autres qui ont une bonne pratique clinique, donc des vrais cliniciens qui se posent des questions de recherche et qui ont envie de mener cette recherche par ce biais-là. Sans cursus universitaire. Sans titre universitaire. Pour une partie. Après, je pense que c'est bien important que vous soyez bien entouré aussi. Que vous fassiez votre projet avec des gens qui ont un peu d'expérience, notamment méthodologistes ou autres, pour que la faisabilité du projet soit assurée. J'ai omis une chose qui, il me semble importante. Donc, par projet, il y a au moins 2 à 3 experts du domaine, mais il y a aussi 2 méthodologistes. Donc, il est expertisé, le projet par lui-même est expertisé par les pairs, mais aussi au niveau méthodo. Il y a une question à gauche, là-bas, de la salle. Oui, bonjour. Vous nous avez rappelé évidemment l'importance de la clarté du dossier et d'une méthodologie bien faite. Est-ce que vous avez des recommandations à nous faire sur la construction budgétaire? Et est-ce que cette construction budgétaire peut être un élément de discrimination de vos dossiers? Oui. On ne va pas se voiler la face. Oui. Après, encore une fois,
La page de la DGOS est très bien explicitée. Il y a, ça ne prend pas en compte, on l'a dit, un financement d'une recherche de type universitaire. C'est pas une bourse de recherche, mais en revanche, tout ce qui est un outil informatique aussi. Et puis, généralement, vos structures vous cadrent là-dessus. Ça peut être un critère discriminant dans ce cas-là par le jury. On va vous dire de revoir le budget parce que ça semble un petit peu trop onéreux. On a des ordres de prix quand même, on a des fourchettes, on connaît un petit peu ce qui est fait. Des fois, ça déborde beaucoup. On vous demande de revoir le budget. Mais ça, c'est peut-être avec vos méthodologies qu'il faut le faire. Mais c'est très bien cadré dans la lettre. Oui, non, après, encore une fois, c'est la faisabilité qui est arrivée. Donc, si vous avez sous-dimensionné votre budget, voilà, en gros, et que le jury considère que c'est pas faisable en l'état, il vous le dira. Et effectivement, si vous avez doublé le budget, ça reste de l'argent public. Donc, dans ces cas-là, le jury peut toquer aussi. Par contre, il n'y a pas de révision budgétaire. Normalement, le jury ne peut pas demander d'enlever telle ligne. C'est un peu du tout ou rien. C'est accepté ou pas? Ouais, ça oui. Les seules révisions budgétaires qu'il peut y avoir, c'est côté DGOS, on regarde l'éligibilité des dépenses. Si vous mettez dans votre grille budgétaire une dépense qui n'est pas éligible, on vous la fera retirer, mais c'est pas le jury qui. On ne va pas vous demander de diminuer de X%. Enfin, on ne vous retiendra pas sous condition de diminution de budget. C'est vous passez pas. Julien, question? Peggy Haute-Monadoute, on ne priorise pas les budgets, enfin les projets en fonction des budgets, hein, c'est pas ce qui est fait. On priorise la faisabilité, c'est pas ça. Nous, non, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai une petite question pour l'assistance. Est-ce qu'il y a des porteurs de projets là dans l'assistance? Ouais. Qui ont soumis cette année? Bref, félicitations. Et d'autres qui cogitent sérieusement? Le reste. Le Marina. Super. Bonjour, je suis Madame Zenati, cadre formatrice en Institut de formation des manipulateurs radio. Et j'ai une petite question, à savoir si on peut proposer des projets pédagogiques, en fait, des projets de recherche sur la pédagogie, notamment pour améliorer les pratiques professionnelles des futurs professionnels qui seront sur le terrain. Donc, Alors, oui, on a vu quelques titres déjà qui ont pu vous faire lever les sourcils. Je pense que oui. Après, il faut voir la manière dont ils sont menés. Parce que, première réaction, je me retourne vers Diane, je lui dis PREPS. Je dis, tout dépend de la manière dont il est mis en avant. Mais il y a des PHRC qui ont été proposés en simulation. Oui. Donc, pourquoi pas? Enfin, l'innovation, elle vient aussi là-dedans. On sait que je pense que c'est peut-être pas forcément l'innovation pédagogique en formation initiale. Il faut l'envisager en formation continue et avoir Nous, on pensait à quelque chose sur de la répétition mentale pour tout ce qui est accident cardiaque, sur des urgences vraiment, par exemple sur la FGSU, pour améliorer l'apprentissage des gestes et soins d'urgence en faisant de la répétition mentale, etc. Est-ce que c'est des choses qui peuvent du coup aboutir sur un vrai projet qu'on peut présenter, ou est-ce que c'est pas... Ça aboutit sur une méthode... Ouais. La question de la formation, elle est un peu border, pour être très clair. La formation pour la formation, non, clairement. C'est presque dans ces cas-là du domaine de d'autres... D'accord. Je caricature un peu, mais presque d'autres ministères. Après, si la formation... je ne vais pas non plus écarter tout ce qui est du ressort de la formation. On l'a bien vu dans les exemples. Il y a des exemples qui font référence à la formation. Ça va vraiment dépendre de la manière dont vous montez votre projet, de qu'est-ce que ça va apporter au global, au-delà d'une nouvelle formation. Voilà. Généralisation. Merci. Ça pourrait commencer par une étude, simplement une étude pilote, alors pour le coup plus pluricentrique, puisqu'il y a plusieurs écoles de manip radio, et dans le cadre d'un DE d'un étudiant de 3e année de manip radio. Ça pourrait commencer par là, votre étude. Voilà, plein d'idées du coup.
Merci beaucoup. On va devoir conclure parce qu'en tant que diététicien, il faut passer à table. On ne saute pas de repas, c'est important. Diététicien, c'est la faim qui l'appelle. Voilà, c'est ça. En tout cas, on remercie encore nos deux experts vraiment qui ont été et qui nous motivent. En tout cas, j'ai l'impression, et en tout cas de ma part aussi. Et on se retrouve, je crois, à 13h30, c'est ça? Ouais. Je te laisse à la parole. 13h30. Donc vous avez normalement tous eu vos ateliers qui étaient marqués sur vos badges. Pour rappel, l'atelier numéro 1 se situera ici, en Rouvillois. L'atelier numéro 2 en salle 017, qui est un bâtiment, vous verrez en sortant dans la cour qu'il y a un bâtiment là-bas qui s'appelle bâtiment de la formation. L'atelier numéro 3 en salle 06 et 08 dans le même bâtiment. Et l'atelier numéro 4 en amphithéâtre Baudins, qui est de l'autre côté de la cour, avec moi. Donc si jamais vous ne savez pas où il est, vous me trouvez et on ira ensemble. À 13h30. Bon appétit.